ce moment, sa cheville était complètement guérie et ses manières avaient beaucoup gagné. La maîtresse alla souvent la voir pendant ce temps et commença son plan de réforme en essayant d'éveiller chez elle le sentiment de la dignité par de jolis vêtements et des flatteries que Cathy accepta avec satisfaction. Si bien qu'au lieu de la jeune sauvageonne qui, d'ordinaire, bondissait toute décoiffée dans la maison et se précipitait sur nous en nous étouffant presque de ses embrassements, voici que nous fîmes apparaître, juchée sur un superbe bonnet noir, une personne à l'air important, coiffée d'un chapeau de castor, empanaché d'où s'échappaient des belles boucles brunes, et vêtue d'un manteau de drap qu'elle était obligée de tenir à deux mains pour avancer. Hindley l'enleva de cheval et s'écria avec joie. « Hé, Cathy, que te voilà devenue belle! Je t'aurais à peine reconnue. Tu as l'air d'une dame maintenant. Isabelle Linton ne peut plus lui être comparée, n'est-ce pas, Frances ?» « Isabelle n'a pas sa séduction naturelle, » répondit sa femme, « mais il ne faut pas qu'elle se laisse aller et redevienne ici une petite sauvage. Hélène, aidez Miss Cathy à enlever ses affaires. Ne bougez pas, chérie, vous allez défaire vos boucles. Laissez-moi retirer votre chapeau. » J'enlevai le manteau et vis chatoyer sur des pantalons blancs et des souliers vernis une grande robe écossaise en soie. Bien que son regard brillât de joie à la vue des chiens qui bondissaient vers elle pour lui souhaiter la bienvenue, elle osait à peine les toucher, de peur que leurs caresses ne salissent ses beaux vêtements. Elle m'embrassa avec retenue, car, étant en train de faire le gâteau de Noël, j'étais toute enfarinée et il n'aurait pas fallu qu'elle me serrât dans ses bras. Puis elle se retourna, cherchant Heathcliff. Monsieur et Madame Earnshaw attendaient avec anxiété cette première rencontre qui leur permettrait de juger si leur espoir de séparer les deux amis était fondé. Heathcliff fut d'abord difficile à trouver. S'il était sans soin et négligé avant l'absence de Catherine, il était devenu 10 fois plus depuis. Personne, à part moi, n'avait même la bonté de lui reprocher sa saleté et de lui dire de se laver une fois par semaine. Les enfants de son âge n'aiment guère l'eau et le savon. C'est pourquoi, sans parler de ses vêtements qui avaient fait 3 mois de service dans la boue et la poussière, ni de sa chevelure tout emmêlée, sa figure et ses mains étaient-elles d'une sombre et vilaine teinte. Il pouvait bien, en effet, se cacher derrière le banc en voyant entrer dans la salle une demoiselle aussi belle et aussi gracieuse au lieu de la tête ébouriffée, assortie à la sienne, qu'il s'attendait à retrouver. « Heathcliff n'est pas là ?» demanda-t-elle, ôtant ses gants et montrant avec ostentation des doigts extraordinairement blanchis par l'oisiveté et la vie de salon. « Heathcliff, tu peux avancer !» cria M. Hindley, jouissant de sa déconfiture et heureux de l'obliger à apparaître sous les traits d'un jeune gamin mal tenu. « Tu peux venir, comme les autres domestiques. Souhaitez la bienvenue à Miss Cathy. » Cathy, apercevant son amie dans sa cachette, vola vers lui pour l'embrasser. Elle lui donna 7 ou 8 baisers sur chaque joue en 1 seconde, puis s'arrêta, recula et s'écria en éclatant de rire. « Comme tu parais noir et en colère. Comme tu es drôle et laid. Mais c'est parce que je suis habituée à Edgar et à Isabelle Linton. Eh bien, Heathcliff, m'as-tu oublié ?» Cette question s'expliquait, car la honte et l'orgueil accumulaient des ombres sur le visage de Heathcliff, qui se tenait immobile. « Donne-lui la main, Heathcliff, » dit M. Earnshaw avec condescendance. « Une fois en passant, c'est permis. »« Je ne le ferai pas, » répondit le garçon, retrouvant enfin sa langue. « Je ne veux pas qu'on se moque de moi. Je ne le supporterai pas. »« Je ne voulais pas rire, » dit-elle, « mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Heathcliff, donne-moi la main au moins. Pourquoi es-tu fâché? C'était seulement parce que tu paraissais tout drôle. Quand tu
robe qui, elle le craignait, n'avait pas dû gagner à ce contact. « Vous n'avez pas besoin de me toucher, répondit-il, suivant son regard et retirant brusquement sa main. Je serai aussi sale que j'en aurai envie, et j'aime être sale, et je veux être sale. » Sur ces mots, il se précipita tête baissée, hors de la pièce, à la grande joie du maître et de la maîtresse, tandis que Catherine, dans une visible confusion, ne comprenait pas comment ces remarques avaient produit une telle manifestation d'humeur. Après avoir servi de femme de chambre à la nouvelle venue, je mis mes gâteaux au four et illuminai joyeusement la maison par de grands feux dignes de la veille de Noël. Puis je m'assis et songeai à me distraire en chantant toute seule des cantiques, indifférente aux déclarations de Joseph, qui traitait de chansonnettes impies les airs joyeux que je choisissais. Il s'était retiré pour prier dans sa chambre, et monsieur et madame Earnshaw amusaient Miss Cathy en lui montrant divers petits présents destinés au jeune Linton, en reconnaissance de leurs attentions. On les avait invités à passer la journée du lendemain à Hurlevent, ce qui avait été accepté à une condition. Madame Linton priait que ses chéris fussent tenus soigneusement éloignés de ce vilain garçon et de ses jurons. Je restais donc seule. Je sentais le fort parfum des épices échauffées. J'admirais les ustensiles de cuisine qui reluisaient, l'horloge brillante, ornée de houx, les pichets d'argent rangés sur un plateau pour le souper, prêts à être remplis d'alles chaudes et aromatisées. Et, éclipsant tout cela par une netteté immaculée, due à un culte particulier, le sol bien lavé et bien balayé, je décernais en moi-même à chaque objet la récompense qu'il méritait, puis je me rappelais la façon du vieil Earnshaw venant me voir quand tout était nettoyé, m'appelant une bonne fille, glissant un shilling dans ma main comme cadeau de Noël. Cela me conduisait à penser à son attachement pour Heathcliff et à sa crainte qu'après sa mort, celui-ci n'eût à essuyer le mépris des autres. Et naturellement, j'en arrivais à considérer la situation présente du pauvre garçon. Alors, des chants, je passai aux pleurs. Cependant, l'idée me vint bientôt qu'il vaudrait mieux essayer de corriger quelques-uns de ses défauts, plutôt que de se lamenter à leur propos. Je me levai et allai dans la cour à sa recherche. Il n'était pas loin. Je le trouvai dans l'écurie en train de lisser la robe brillante du nouveau poney et de donner à manger aux autres bêtes, suivant son habitude. « Dépêchez-vous, Heathcliff, dis-je. Il fait bien bon dans la cuisine, et Joseph est en haut. Dépêchez-vous et laissez-vous habiller proprement avant que Miss Cathy arrive. Alors vous pouvez rester ensemble. Toute la place devant le feu sera pour vous, et vous bavarderez jusqu'au moment d'aller au lit. » Il continua son ouvrage et ne tourna pas la tête. « Venez, allez-vous venir, continuai-je. Il y a un petit gâteau pour chacun de vous, et il vous faut une bonne demi-heure pour vous habiller. » J'attendis 5 minutes, mais n'obtenant pas de réponse, je le quittai. Catherine dîna avec son frère et sa belle-sœur. Un repas fort peu cordial, assaisonné de reproches d'un côté et d'insolence de l'autre, nous réunit Joseph et moi. Quant au gâteau et au fromage de Heathcliff, ils restèrent toute la nuit sur la table, comme un souper pour les fées. Lui-même s'arrangea pour continuer son travail jusqu'à 9 heures, puis monta dans sa chambre, muet et renfrogné. Cathy veilla tard, et il y a une masse de choses à préparer pour la réception de ses nouveaux amis. À un moment, elle vint à la cuisine pour parler à son ancien compagnon, mais il n'était pas là. Elle demanda seulement ce qu'il avait, puis elle repartit. Le lendemain matin, Heathcliff se leva de bonne heure, et comme c'était fête, il alla promener sa mauvaise humeur dans la lande, n'apparaissant qu'après le départ de la famille. Pour l'église, le gêne et la réflexion semblaient l'avoir amené à de meilleures dispositions. Il rôda autour de moi un instant, puis, ayant pris son courage à 2 mains, il s'écria soudain. « Nelly, rendez-moi présentable. J'ai décidé d'être sage. » « Il est grand temps, Heathcliff, dis-je. Vous avez peiné Catherine
de la peine interrogea-t-il d'un air grave. Elle a pleuré quand je lui ai dit que vous étiez de nouveau parti ce matin. Eh bien, moi j'ai pleuré la nuit dernière, répondit-il, et j'avais plus de raison qu'elle n'en avait. Oui, être allé au lit le cœur gonflé d'orgueil et l'estomac vide, voilà cette belle raison. Les orgueilleux se créent de pénibles tracas. Mais si vous vous repentez de votre accès d'humeur, il faut que vous lui demandiez pardon quand elle rentrera, ne l'oubliez pas. Il faut que vous alliez à elle, que vous lui offriez de l'embrasser et que vous lui disiez « Vous savez mieux que moi ce que vous avez à dire. Seulement, faites-le de bon cœur et non comme si vous jugiez que sa belle robe la transformait en étrangère. Et maintenant, bien que j'ai mon déjeuner à préparer, je vais prendre un moment pour vous apprêter de telle façon qu'Edgar Linton ne paraîtra plus qu'une poupée à côté de vous. Vous êtes plus jeune, et cependant je parierai que vous êtes plus grand et de voix aussi large d'épaules. Vous pourriez le jeter par terre en un clin d'œil. Ne vous en sentez-vous pas capable? La figure de Heathcliff s'éclaira un instant, puis elle s'assombrit de nouveau et il soupira. Mais Nelly, si je le jetais 20 fois par terre, il n'en serait pas moins beau, et ça ne m'embellirait pas non plus. Je voudrais avoir des cheveux blonds, une jolie peau, être élégant, avec d'aussi bonnes manières, et avoir une chance d'être aussi riche qu'il le sera. Et appeler maman à tout propos, continuai-je, et trembler si un garçon de la campagne lève le poing contre vous, et rester assis dans la maison toute la journée à cause d'une averse. Oh, Heathcliff, quelle faible nature vous montrez. Venez devant la glace et je vais vous faire voir ce que vous devriez désirer. Regardez ces deux lignes entre vos yeux, et ces sourcils épais qui, au lieu d'être arqués, plongent juste au milieu, et cette paire de sombres diablotins, profondément enfouis, qui n'ouvrent jamais leur lucarne hardiment, mais luisent par en dessous, comme les espions de Lucifer. Ayez la volonté d'effacer ces rides moroses, apprenez à lever franchement les paupières et à changer les démons en anges, confiants et innocents, qui ne suspectent personne, ne doutent de rien et voient toujours des amis là où ils ne sont pas sûrs de voir des ennemis. Ne prenez pas l'expression d'un roquet hargneux qui, tout en sachant mériter les coups qu'il attrape, est cependant celui qui les lui donne, et le monde entier avec, pour ce qu'il endure. Autrement dit, je dois souhaiter d'avoir les grands yeux bleus et le front uni d'Edgar Linton, répondit-il. Eh bien, je le souhaite, mais cela ne rendra pas l'affaire aussi facile. Un bon cœur vous aidera à avoir une jolie figure, mon garçon, continuai-je, et même si vous étiez un parfait négrillon, tandis qu'un mauvais cœur changerait la plus jolie figure en quelque chose de pire que la laideur. Et maintenant que vous voilà propre et peigné, que vous avez fini de bouder, dites-moi si vous ne vous trouvez pas assez joli garçon. Moi, je vous le dis, c'est mon avis. On pourrait vous prendre pour un prince déguisé. Qui sait si votre père n'était pas empereur de Chine et votre mère une reine indienne, capable d'acheter avec le revenu d'une semaine Hurlevent et Trashgrange réunis. Et vous avez été enlevé par des pirates et emmené en Angleterre. Si j'étais à votre place, je me ferais une haute idée de ma naissance, et la pensée de ce que je suis me donnerait courage et dignité pour supporter les brimades d'un petit fermier. Je continuais à bavarder ainsi, et Heathcliff perdait peu à peu son air renfrogné. Il commençait même à paraître assez aimable, lorsque notre conversation fut interrompue tout à coup par le roulement d'une voiture qui avançait sur la route et entrait dans la cour. Il courut à la fenêtre. J'en fis autant vers la porte, juste à temps pour voir les deux Linton, enfouis dans des manteaux et des fourrures, sortir de la calèche de famille, tandis que les Earnshaw, qui allaient souvent à l'église à cheval en hiver, descendaient de monture. Catherine prit chaque enfant par la main, les fit entrer dans la maison et les installa devant le feu, ce qui amena rapidement des couleurs sur leurs joues pâles. J'engageai mon protégé à se dépêcher maintenant et à montrer sa gracieuse humeur. Il obéit de bon cœur, mais la mauvaise chance voulut qu'au moment où il ouvrait d'un côté la porte de la cuisine, Hindley l'ouvrit de l'autre.
Ne puis-je m'empêcher de répondre? Il ne touchera à rien, et je trouve qu'il doit avoir sa part de ces bonnes choses, tout comme nous tous. C'est ma main qui lui distribuera sa part si je le surprends en bas avant ce soir, cria Hindley. Sauve-toi, vagabond! Ah, tu veux poser au Gandin, n'est-ce pas? Attends que j'attrape une de ces jolies boucles. Tu vas voir si je ne les allonge pas en tirant dessus. Elles sont assez longues déjà, remarqua le jeune Linton, qui observait furtivement la scène sur le seuil de la porte. Je me demande comment elles ne lui font pas mal à la tête. On dirait une crinière qui retombe sur ses yeux. Il lança cette remarque sans aucune intention désagréable, mais la nature violente de Heathcliff n'était pas faite pour tolérer un semblant d'impertinence chez quelqu'un qu'il paraissait déjà détester comme un rival. Il saisit une soupière pleine de jus, de pommes brûlant, la première chose qui tomba sous sa main, et en lança le contenu en plein dans la figure et le cou du beau-parleur. Celui-ci mit à pousser des cris plaintifs qui attirèrent en hâte Isabelle et Catherine. Monsieur Earnshaw empoigna aussitôt le coupable et le conduisit dans sa chambre, où, sans nul doute, il lui administra un remède énergétique, propre à calmer ses crises de colère, car il revint rouge et essoufflé. Je pris un torchon et me mis à frotter sans trop de ménagement la bouche et le nez d'Edgar, tout en lui déclarant qu'il avait bien mérité pour s'être mêlé des affaires des autres. Sa sœur assura en larmoyant qu'elle voulait rentrer à la maison, tandis que Cathy assistait rougissante et interdite à tout cela. « Vous n'auriez pas dû lui parler, dit-elle avec un reproche à M. Linton. Il était de mauvaise humeur, et maintenant votre visite est gâtée. Puis il va être battu, et je déteste qu'on le batte. Cela va m'empêcher de manger. Pourquoi lui avez-vous parlé, Edgar? Je ne lui ai pas parlé, dit le jeune homme d'une voix entrecoupée, s'échappant de mes mains et achevant son nettoyage avec son mouchoir de Baptiste. J'avais promis à maman de ne pas lui dire un mot et je l'ai fait. Eh bien, ne pleurez pas, reprit Catherine avec un air de mépris. Vous n'êtes pas mort. Ne continuez pas vos histoires. Voilà, mon frère, restez tranquille. Assez, Isabelle. Vous a-t-on fait du mal à vous? Allons, mes enfants, à vos places, s'écria Hindley entrant précipitamment. Cet animal de garçon m'a donné bien chaud. La prochaine fois, maître Edgar, imposez votre droit par vos propres poings. Cela vous donnera de l'appétit. La petite assemblée retrouva le calme à la vue d'un festin qui empauma. La promenade leur avait donné grand faim, et ils se consolèrent facilement, du moment qu'il ne leur était rien arrivé de sérieux. Monsieur Earnshaw servit d'abondantes portions, et la maîtresse les égaya de propos amusants. Je restai derrière sa chaise, et fus peiné de voir Catherine, découpée, l'air indifférent et les yeux secs, les le doigt devant elle. Enfant insensible, pensai-je en moi-même, comme les malheurs de son ancien compagnon de jeu glissent sur elle. Je ne l'aurais pas cru aussi égoïste. Elle porta un morceau à sa bouche, puis le reposa. Ses joues rougirent subitement, ses larmes jaillirent. Elle laissa tomber par terre sa fourchette et plongea avec hâte sous la nappe pour cacher son émoi. Je ne la traitai plus longtemps d'égoïste, car je m'aperçus qu'elle fut au supplice tout le long de la journée et chercha par tous les moyens à être seule ou à se rendre auprès de Heathcliff. Celui-ci avait été enfermé par le maître. Je le découvris en essayant de lui porter en cachette un plat de victuailles. Dans la soirée, on dansa. Cathy demanda qu'il fût relâché à ce moment, Isabelle Linton n'ayant pas de partenaire. Ses supplications demeurèrent vaines, et je fus chargée de prendre la place vacante. L'animation de la danse chassa toute notre tristesse, et bientôt notre plaisir fut encore accru par l'arrivée de l'orchestre de Gimmerton et de ses 15 musiciens. Trompettes, trombones, clarinettes, bassons, chœurs de chasse et violoncelles, sans compter les chanteurs. C'est leur usage, chaque Noël, de faire la tournée des maisons importantes. On leur donne quelque argent, et nous considérions comme une grande fête de les entendre. Lorsqu'ils eurent chanté les cantiques habituels, nous leur demandâmes des chansons et des chœurs. Madame Earnshaw aimait beaucoup la musique, et ils nous en donnèrent en abondance.
Je grimpai alors à l'échelle afin d'avertir Catherine. Au lieu de la trouver à l'extérieur, j'entendis sa voix à l'intérieur. Le petit singe, s'étant glissé sur le toit par la lucarne d'une mansarde, avait atteint la lucarne de l'autre mansarde, et ce fut avec la plus grande difficulté que je pus l'engager à ressortir. Quand elle se décida à venir, Heathcliff l'accompagnait, et elle me demanda instamment de le ramener avec moi à la cuisine, puisque mon compagnon de travail était allé chez un voisin pour échapper au son de ce qu'il avait appelé nos cantiques de Satan. Je leur dis que je n'avais nullement l'intention d'encourager leur manège. Cependant, comme le prisonnier jeûnait depuis la veille, je fermai les yeux pour cette fois sur cette tromperie envers M. Hindley. Il descendit, je lui installai un tabouret devant le feu et lui offris une quantité de bonnes choses. Mais il manquait d'entrain, mangea peu, et je dus renoncer à le distraire. Les deux coudes sur les genoux, le menton entre les mains, il resta plongé dans une profonde méditation. Comme je lui demandai à quoi il pensait, il répondit gravement. Je cherche de quelle façon je ferai payer cela à Hindley. Je me moque du temps qu'il me faudra attendre, pourvu que j'y arrive un jour. J'espère qu'il ne m'échappera pas en mourant avant. Quelle honte, Heathcliff, dis-je. C'est à Dieu de punir les méchants, tandis que nous autres devons apprendre à pardonner. Non, Dieu n'aurait pas le même plaisir que moi, répliqua-t-il. Je voudrais seulement connaître le meilleur moyen. Laissez-moi seul, et je vais y réfléchir. Pendant que je songe à cela, je ne sens pas mes peines. Mais voyez-vous, monsieur Lockwood, j'oublie que ces histoires ne peuvent vous intéresser. Je suis confuse d'avoir été entraînée à bavarder à ce point. Votre gruau est froid, et le sommeil vous gagne. J'aurais pu vous raconter l'histoire de Heathcliff, ou du moins ce que vous avez besoin de connaître, en une demi-douzaine de mots. S'interrompant ainsi, la femme de charge se leva et se disposa à mettre de côté son ouvrage. Mais je me sentais incapable de bouger du foyer, et j'étais très loin de m'assoupir. « Ne bougez pas, Madame Dean, m'écriai-je. Restez encore une demi-heure. Vous avez très bien fait de raconter l'histoire sans hâte. C'est la méthode que j'aime, et il faut la terminer de la même façon. Tous les personnages que vous me présentez m'intéressent à des points de vue différents. L'horloge est près de sonner 11 heures, monsieur. Aucune importance. Je n'ai pas l'habitude d'aller au lit avant les premières heures du jour. 1 ou 2 heures, cela convient à quelqu'un qui reste couché jusqu'à 10. Vous ne devriez pas rester couché aussi tard. À 7 heures, le moment le plus agréable de la matinée est passé depuis longtemps. Si on n'a pas fait la moitié de son travail du jour, à 10 heures, on risque de laisser l'autre à moitié faite. Malgré cela, Madame Dean, reprenez votre siège, car demain j'ai l'intention de prolonger la nuit jusqu'à l'après-midi. Je sens venir un rhume tenace, pour le moins. J'espère que non, monsieur. Eh bien, permettez-moi de sauter quelques 3 années. Durant cet intervalle, monsieur Earnshaw. Non, non, je ne permettrai rien de semblable. Imaginez le sentiment que vous éprouveriez si, étant toute seule avec une chatte en train de lécher devant vous ses petits, vous suiviez cette opération avec tant d'intérêt qu'il vous suffirait de voir la chatte négliger un petit bout d'oreille pour que cela vous mît sérieusement en colère. Un sentiment qui ne tient guère en éveil, m'est avis. Au contraire, qui vous persécute. C'est le mien en ce moment, et par conséquent, continuez avec minutie votre histoire. Je m'aperçois que les gens de ces régions offrent plus de relief que les gens des villes. Ainsi, dans une cellule, une araignée prend plus d'importance que dans une simple maison, aux yeux de qui l'observe. Et cependant, cet intérêt renforcé n'est pas entièrement dû à la situation de l'observateur. C'est qu'on vit par ici avec plus de sérieux, et plus en soi-même, moins en surface et sans être déformé par des contingences frivoles. Je pourrais juger possible ici un amour qui durerait toute une vie, alors que j'avais toujours cru qu'il n'en est aucun qui puisse tenir au-delà d'une année. De ces gens, les uns ressemblent à un homme affamé qu'on mettrait devant un plat unique auquel il ferait honneur de tout son appétit. Les autres, à ce même homme installé à une table dressée par des
sommes bien ici les mêmes gens que partout ailleurs. Une fois qu'on nous connaît, prononça Madame Dean, quelque peu déroutée par mon discours. Pardon, lui répondis-je. Vous êtes, ma bonne dame, la preuve frappante du contraire. Excepté quelques provincialismes insignifiants, vos manières ne sont aucunement celles que j'ai toujours remarquées chez les personnes de votre classe. Je suis sûre que vous avez réfléchi, beaucoup plus que ne le font en général les serviteurs. Vous avez été amené à cultiver vos facultés d'observation, parce que les occasions de gaspiller votre vie en futilité vous ont manqué. Madame Dean se mit à rire. « Ah, je suis certainement d'une espèce raciste et raisonnable, dit-elle. Mais non, je crois pour avoir vécu au milieu des montagnes et observé d'un bout de l'année à l'autre le même lot d'individus et même une manière d'agir. Seulement, je me suis imposé une règle de conduite sévère qui m'a appris la sagesse, et j'ai lu plus que vous ne le pensez, monsieur Lockwood. Vous ne pourriez trouver dans cette bibliothèque un livre que je n'ai ouvert et dont je n'ai tiré quelque profit, sauf sur le rayon des Grecs et des Latins et celui des Français. Là encore, je sais distinguer entre chacun d'eux. C'est tout ce qu'on peut demander à la vie d'un pauvre homme. Quoi qu'il en soit, s'il me faut défiler mon histoire en bonne commère, je ferai mieux de continuer, et au lieu de sauter 3 années, je me contenterai de passer à l'été suivant, c'est-à-dire l'été de 1778, il y a environ 23 ans. Je clôture ici la lecture des Odes de Hurlevent. Je m'arrête au chapitre 7. Si vous avez envie de continuer à le lire, je vous invite à aller dans un Emmaüs, une friperie, ou à demander à vos connaissances s'ils peuvent vous prêter le livre. Je reviendrai vers vous uniquement en lisant la déclaration d'amour de Cathy à Heathcliff, qui est faite indirectement malheureusement et qui bouleversera leur vie à tous. Je vous remercie d'ici là d'avoir écouté ces 7 chapitres et je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt, à bientôt, à bientôt.